Alors, bienvenue, je vais commencer, il est 17 heures. Alors, je crois que vous êtes déjà pas mal présents. On va encore attendre 2, 3 minutes pour que les personnes arrivent, s'installent, découvrent Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas encore Zoom, se connectent, trouvent les connexions nécessaires. Déjà, regardez, je vous ai mis un lien là, parce que dès à présent, vous pouvez même déjà télécharger la présentation que je vais faire maintenant, soit en le captant avec votre téléphone et avec ce QR code, soit en cliquant sur ce lien Bitly. Et là, vous aurez directement la présentation en PDF de ce webinaire qui va commencer dans quelques instants. Donc, un webinaire, comme je vous le disais, qui sera basé sur la business analyse et la valeur. Et on regardera justement l'écart entre cette business analyse et la valeur. Alors, commençons déjà peut-être à me présenter. Regardez, c'est une photo. Est-ce que j'ai vieilli depuis cette photo? Je suis business analyst et maintenant même value designer, c'est-à-dire que j'aborde les entreprises à la fois sur l'approche de business analyse, mais aussi d'analyse de la valeur. J'enseigne, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des anciens élèves qui sont présents à l'HEG, dans le CAS. Un CAS, c'est une formation post-grade en business analyse, à l'ESSEC également. Et puis, il y a presque maintenant plus de 10 ans, j'ai fondé IIBA Geneva et IBA France. Je suis certifié justement CBAP, on en reparlera tout à l'heure, et VMA, on en parlera également tout à l'heure, qui est une certification en analyse de la valeur. J'interviens en tant que marque internationale, qui est un centre de compétences, une entreprise qui forme justement à la certification en business analyse, qui a édité aussi des ouvrages en business analyse et qui fait du conseil dans ces trois domaines, la business analyse, le value design et le process analysis aussi, l'analyse de processus, description des processus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, alors moi aussi j'ai des baskets, je crois, voilà, c'est ça. Il n'y a qu'un pas entre la business analyse et la valeur. Alors, découvrons justement quel est ce pas que vous, business analyst, vous pourriez franchir pour renforcer vos compétences dans ce qu'on appelle la création de valeur, ou comment mesurer cette valeur, parce que le business analyst doit, comme vous le savez, trouver des solutions, et on fait en sorte que ces solutions apportent le plus de valeur à toutes les parties prenantes. Donc, comment on va dérouler ce webinaire? En plusieurs parties, déjà, on va faire un petit rappel de ce qu'est la business analyse, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués du terme. J'évoquerai également, parce que cette notion de valeur, j'ai même tendance à parler de value bashing. On en parle de partout et tout le monde dit qu'ils font de la valeur sans savoir ce qu'est la valeur. Donc, on va redéfinir la valeur ensemble pour bien comprendre ce qu'est la valeur. Et on regardera justement l'écart entre ce que est la business analyse et ce que permet de faire l'analyse de la valeur. Et tout ça, derrière, j'aimerais vous l'évoquer dans un cas d'entreprise réel, où vous verrez justement ce qu'on apporte en plus et ce qu'on a apporté en plus dans l'entreprise en termes de valeur. Et puis pour finir, on parlera des certifications valeur, parce que vous êtes business analyst, vous êtes même peut-être certifié. J'ai vu que donc vous avez passé des certificats en analyse, en business analyse. Vous pourriez maintenant acquérir ces certifications valeurs pour apporter une compétence complémentaire à votre savoir-faire. Alors, la business analyse, qu'est-ce que c'est? La business analyse, c'est essentiellement, en 2006, il y a déjà beaucoup d'années, un référentiel qui a été créé par une association qui s'appelle IIBA, International Institute of Business Analysis, et elle a créé ce Business Analysis Body of Knowledge, un recueil de compétences, de compétences, de savoir-faire, de connaissances,
qui rassemble tout ce que doit savoir faire un business analyst, que ce soit dans ses activités. Alors là, vous avez ici les grandes activités que propose le BABOK en tant que, à savoir faire en tant que business analyst. Donc, vous avez savoir gérer une analyse, savoir aller rechercher l'information auprès de toutes les parties prenantes, savoir gérer ces informations que vous récoltez tout au long de votre analyse, mais aussi après du projet. Et puis, au cœur, vous devez comprendre voilà, c'est marqué Situation Analysis, mais c'est plutôt Strategic Analysis ici, où là, dans Strategic Analysis, vous avez donc à comprendre le contexte de l'entreprise que vous êtes en train d'étudier. Vous devez également, dans ces grands processus, pouvoir identifier, modéliser, décrire les exigences nécessaires et puis, pour finir, évaluer les solutions. Donc ça, ce sont les grandes activités que vous devez faire, mais surtout, j'insiste beaucoup sur les grands concepts que propose le BABOK, qui sont ces 6 concepts que IBA a appelé le BACCM, Business Analysis Core Concept Model, et qui, finalement, à travers ces 6 thèmes, ces 6 mots, résument tout ce que doit faire le business analyst. Alors, on va les repasser en revue ensemble pour vous rappeler les bases de cette business analyse. Donc, première chose, il doit comprendre, identifier le contexte, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans lequel il va intervenir. Parce que forcément, trouver une solution, c'est forcément par rapport à un cadre, par rapport à un contexte dans lequel on est, et il faut bien l'appréhender pour pouvoir trouver les solutions qui correspondent à ce contexte. Après, il faut savoir qui va être impliqué dans ce changement, dans cette réflexion, dans cette analyse qu'on va avoir à réaliser. Donc, ce sont toutes les parties prenantes qu'on devra identifier, on communiquera, on collaborera avec eux pendant toute cette phase d'analyse. Et puis, avec ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher, donc éliciter en termes de business analyst, et analyser l'ensemble des besoins qui vont permettre de répondre aux attentes de toutes ces parties prenantes. Donc, vous voyez, à chaque fois, on est en interaction. C'est pour ça qu'il y a des lignes entre les thèmes. C'est-à-dire que, évidemment, les besoins, ils naissent des parties prenantes, mais les besoins, ils sont aussi liés au contexte, etc., etc. Donc, on a compris le contexte, on sait où on se situe et par rapport à quoi on va falloir trouver une solution. On sait à qui ça va servir, les parties prenantes. On comprend, on cherche et on analyse l'ensemble de ces besoins. Voilà ce que fait le business analyst. Et tout ça, pour quoi faire? Eh bien, pour trouver des solutions. Et donc, on va rechercher des solutions. Une fois qu'on aura tous ces besoins récoltés, on recherchera des solutions. Puis surtout, il va falloir les justifier. Pourquoi une solution par rapport à une autre? Et tout ça, on le fait avec la valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des besoins ou justifier des solutions sans être certain que c'est la meilleure valeur possible. Alors, valeur, voilà, on touche le mot, le terme qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Mesurer et créer de la valeur. Alors, certains, on va voir, et ça va être essentiellement autour de ce point-là qu'on va aborder notre webinaire. Et puis, pour finir, évidemment, il faut faciliter le changement. Donc, on doit intégrer toutes les étapes qui seront nécessaires pour passer de la solution de départ à une solution d'arrivée. Et tout ça, c'est dans le changement qu'on arrivera, en maîtrisant ce changement qu'on arrivera. Alors, il faut savoir aussi, je le dis souvent, hein, que le changement, c'est aussi de faire toutes ces étapes ou disons toutes ces analyses, parce qu'en impliquant les parties prenantes, on aura déjà un changement important qui aura déjà été réalisé, ou l'acceptation du changement aura été réalisée. Alors tout ça, c'est donc les activités
de la business analyst. Et IIBA l'a défini, a donné une définition assez large de ce qu'est la business analyse, une pratique qui facilite le changement en tenant compte du contexte, en définissant les besoins, en recommandant des solutions qui apportent de la valeur à toutes les parties prenantes. Comment savoir que l'on va apporter de la valeur? C'est ce sujet-là qu'on va aborder juste maintenant, c'est qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce que cette valeur? Est-ce que je peux la définir? Est-ce qu'il existe des définitions de la valeur? Alors oui, en fait, ça tombe pas comme ça. La valeur, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et je vous fais ici un petit historique un peu de comment on a abordé la valeur. Donc c'est pas aujourd'hui parce que on est en crise ou parce qu'il y a l'inflation ou parce que on a des enjeux écologiques qu'on s'intéresse à la valeur. Non, la valeur, on s'y intéresse déjà depuis longtemps en termes économiques, d'ailleurs même en termes de Marx, de Walras et autres, on parlait déjà de la valeur. Et là, on a évolué et fait évoluer ce concept à partir de 1938 avec Lewis Miles, qui, en fait, suite après-guerre, avait à faire des économies, à trouver, à réfléchir sur les produits, quelles étaient la valeur des produits. Et il a, donc chez General Electric, mis à plat un ensemble de produits et il a constaté deux choses qui sont écrites en bas, c'est que finalement, les solutions, elles ne sont pas utilisées pour elles-mêmes, mais pour le service qu'elles rendent. Ah, tiens, il y en a d'autres maintenant qui s'en sont rendus compte, hein, parce que l'iPhone, je ne crois pas qu'on s'en sert pas parce que c'est un iPhone, c'est bien parce que elle rend des services, et c'est tous ces services qui font la valeur de l'iPhone. Et en plus, alors là aussi, on pourrait comparer avec l'iPhone, mais il s'est rendu compte qu'il y avait que 20 à 30% des composants de ces produits qui servaient à rendre ce service. Alors, on me dirait, et quels sont les 70 autres pourcents des composants que je tiens en main? Ben là, vous avez tout un ensemble d'éléments qui peuvent servir au marketing, qui peuvent servir au design, qui peuvent servir à plein de choses, mais pas forcément au service qui rend. Et alors, justement, il a dit, bah tiens, finalement, c'est dans 70% qu'on pourrait prendre un bout de gras et réduire considérablement, pourquoi pas, le coût de ces produits. Alors ça a été sa découverte. Après, il a mis en œuvre ça sous forme d'une théorie en 61, là, dans cet ouvrage, Value Analysis and Engineering. Et puis, au fur et à mesure, les militaires se sont emparés de ces réflexions. Vous avez eu différentes sociétés d'associations qui ont formé, qui ont rassemblé des personnes qui mettaient en œuvre ces pratiques d'analyse de la valeur, donc dans le monde entier. Et puis, ces dernières années, vous avez même des normes qui sont apparues. La FNOR, la norme française, a publié une norme sur l'analyse de la valeur, le management par la valeur. L'Europe a créé carrément une norme européenne avec la 12973 qui explique ce qu'est le management par la valeur. Et puis, vous avez une association aussi qui a créé un guide, un peu comme le BA Book, qui s'appelle SAVE, et ils ont créé le VM Guide qui donne toutes les bases pour faire de l'analyse de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces normes? Une définition justement de la valeur. La définition sur laquelle on va s'appuyer par la suite pour réaliser ces analyses de la valeur et pour assurer qu'on apporte de la valeur à toutes les parties prenantes. Alors, la définition qu'on retrouve dans cette norme EN 12973, c'est que la valeur, c'est un équilibre en fait. On est en équilibre, c'est une balance. C'est pas forcément une division. Alors souvent on va le mettre en numérateur et un dénominateur, mais c'est une balance entre l'utilité et les coûts, c'est-à-dire une adéquation aux besoins de toutes les parties prenantes. Il faut que
notre produit, nos services sont en adéquation avec les besoins de toutes les parties prenantes, mais quand ce service ou ce produit dépense un minimum de ressources pour satisfaire ces besoins. Et en plus, avec le moins d'impact. Alors, impact aujourd'hui, impact environnemental, impact social, impact et je ne sais, nombreux impacts. Donc, en fait, c'est ce qui est écrit là, c'est une balance entre les avantages et services qui est apporté et les inconvénients qui sont générés par ce service. Alors là, aujourd'hui, avec tous les problèmes environnementaux, écologiques auxquels on est confronté, vous voyez encore mieux de quoi on parle quand on parle d'impact et d'inconvénients générés. En effet, un produit va impacter la nature, on va essayer de limiter son impact, il va consommer des ressources, on va essayer de limiter cette consommation de ressources et on va faire en sorte, pour que notre produit soit acheté, hein, qu'il ait de l'utilité. Voilà. Donc, on va résumer ça par cette équation, mais j'aime pas trop le terme équation, par cet équilibre, justement, par ce rapport entre l'utilité, qui est donc la satisfaction des besoins, mon produit est-il utile, et le coût, mais voyez bien ce qui est écrit, c'est marqué la consommation de ressources. On n'est pas au niveau du coût en dollars, c'est toutes les ressources qui vont être nécessaires pour répondre à ces besoins. Donc, on va essayer de limiter cette consommation de ressources. Donc, on appelle ça aussi les impacts négatifs ou les externalités négatives. On calcule aussi ce coût, on l'appelle aussi coût du cycle de vie. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on entend largement parler. Donc, le coût, on arrive à le maîtriser et justement l'utilité. Messieurs les business analysts, c'est vous les spécialistes. Vous êtes les spécialistes pour savoir ce qui est utile. Parce que principalement, c'est comme ça que j'enseigne la business analyse, c'est essentiellement savoir rechercher les bons besoins, rechercher ses utilités, et ses utilités pour toutes les parties prenantes. Donc déjà, vous voyez que dans l'équation, l'utilité, vous êtes assez doué pour pouvoir me la qualifier, arriver à l'identifier au moins. Après, on va voir comment la qualifier justement. C'est pas évident de trouver une valeur à cette utilité. Là, tu voyez, valeur. Donc peut-être que c'est ça que je vais apporter en business analysis, c'est comment apporter de la valeur à ces besoins qu'on récolte. Et puis, le coût, évidemment, on regardera, mais ça, on rentrera plutôt après dans des aspects financiers, quand on parle de coûts financiers, mais aussi tout ce qui est le coût des ressources, donc les ressources humaines, les ressources en carbone, les ressources écologiques, les ressources qu'on va consommer, et on va essayer de les mesurer pour les diminuer au maximum. Parce qu'en fait, dans cette équation, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle, tout à l'heure on disait, créer des solutions qui apportent de la valeur. Qu'est-ce que c'est que créer de la valeur? On a 4 manières de créer de la valeur. Elles sont reprises ici. Il y a 4 stratégies pour créer de la valeur par cette balance entre l'utilité et le coût. Évidemment, si j'augmente l'utilité et que le coût augmente, c'est ici, on a intérêt que l'utilité soit plus grande que le coût. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait? On crée, on détruit de la valeur. Tiens, en parlant de destruction de valeur, j'ai découvert Toblerone. En plus, maintenant, ils sont même plus suisses, alors je peux me permettre de les critiquer. Toblerone, vous savez, c'est des petites montagnes, c'est des barres chocolatées avec des petites montagnes, des petits triangles. Maintenant, c'est plus une montagne, justement, parce que c'est plus le Cervin. C'est des petits triangles. Et pour faire face à l'augmentation des prix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé un rectangle. Et ouais, finalement, ils ont permis comme ça de réduire leurs coûts, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'utilité? Ils l'ont baissé aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez peut-être entendu, un terme barbare qui s'appelle la shrinkflation.
C'est justement aujourd'hui, beaucoup de produits dans les supermarchés vous vendent le même emballage avec 2 fois moins de produits, alors peut-être pas 2 fois moins, mais 10 à 20% de moins de produits à l'intérieur. Bah, là, on est dans la destruction de la valeur. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est de la création de valeur. Donc, comment le faire? Bah, c'est évidemment en augmentant l'utilité, mais ça, beaucoup de monde l'ont compris, hein, avec les systèmes de qualité et autres depuis des années, où l'amélioration continue, l'écoute client. On a cherché à améliorer cette satisfaction au client. Alors, le risque, c'était, en faisant ça, d'augmenter les coûts. Donc, il va falloir s'assurer qu'on a des coûts très stables. Parce qu'autrement, comme vous l'avez compris, on ne crée pas de valeur si on augmente le coût en même temps qu'on augmente l'utilité. Après, là où je vous parlais, où on peut augmenter les coûts et augmenter très fort l'utilité, bah, c'est tout ce qui est innovation. On va mettre beaucoup d'argent dans la R&D, le coût sera très élevé, mais on espère, alors bon, après c'est un espoir, mais normalement, créer une très forte utilité. Vous en avez l'exemple avec les vaccins pour le Covid. Ben, ça a coûté très cher, mais ça a eu une très forte utilité. Celle-ci, c'est spécialiste consultant. Moi, j'ai eu énormément ces dernières années affaire à ce genre de personnes qui arrivent et qui coupent les prix. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils virent tout le monde. Ben, c'est ça, et vous avez vu, l'action, elle augmente. Euh, bah, ils baissent les coûts. Là, c'est les ressources humaines. Ils vont couper les coûts. Maintenant, est-ce qu'on dégrade ou pas l'utilité du service ou du produit qu'on est en train de vendre? Et là, il y a un vrai risque. Et je vous ai parlé de Toblerone, mais on peut parler de plein d'entreprises qui ont cassé leurs coûts, mais ils ont perdu leur utilité ou leur avantage concurrentiel et ils n'ont pas créé de valeur. Donc si on peut baisser les coûts, c'est assez facile, hein, on peut faire de l'optimisation, on peut faire du lean, mais il faut s'assurer que l'on reste toujours à la même utilité. Mais pour s'assurer de savoir si on reste à la même utilité, faut-il encore savoir l'utilité? Connaître à quel besoin on répond. Si on ne sait pas à quel besoin on répond, comment on peut savoir qu'on satisfait toujours le besoin? Tiens, une question intéressante dans les entreprises. Et puis, pour finir, la meilleure des créations de valeur, celle qu'il faut qu'on vise tous ensemble, parce que c'est à la fois apporter mieux aux personnes, avoir des services qui sont encore plus performants qui apportent le plus de satisfaction, avec la consommation de ressources minimum. Donc, on n'est pas dans la sobriété, parce que la sobriété, souvent, on dit on va baisser notre électricité, mais il va falloir qu'on achète un pull, donc on dégrade l'utilité de ce qu'était la chaleur dans nos foyers. Mais, ok, on peut se permettre, en effet, d'avoir moins chaud dans notre salle de séjour, mais ça, c'est la sobriété. Mais là, on est en train de parler de création de valeur performante, c'est-à-dire qu'à la fois, on baisse les ressources, mais on va accroître l'utilité. Donc là, c'est vrai que tout ce qui s'appelle frugal, je ne sais pas si on vous en a entendu parler, tout ce qui c'est frugal, c'est un peu la différence entre sobre et frugal dans ce que je viens de vous dire, ou tout ce qui est RSE, durable, on va chercher à réduire les coûts et à augmenter cette utilité. Voilà, en gros, résumé, la business analyse, qui sont des activités d'analyse, et comme vous l'avez vu, au cœur de son analyse, vous avez sa création de valeur, et comment s'assurer que le business analyst crée de la valeur. Voilà, et bien vous, en tant que business analyst, vous allez savoir maintenant créer de la valeur, parce que je vais vous montrer comment on peut créer cette valeur. Alors évidemment, après, il faut de la pratique, mais voici les quelques éléments que l'on va essayer de comprendre. Donc le gap entre les deux, entre la business analyse et la valeur, l'écart qu'il existe entre les deux. Je vais vous démontrer cet écart. Alors en reprenant ce BACCM, le Business Analysis Core Concept Model, et en vous montrant justement en quoi la valeur
peut aider dans vos pratiques qui sont décrites ici. Donc, première chose, il faut s'assurer que les besoins apportent de la valeur aux parties prenantes. C'est important. Est-ce que nos besoins, c'est des vrais besoins? Est-ce que les parties prenantes en ont vraiment besoin? Est-ce que c'est des nice to have, etc. Donc, il faut qu'on sache en valeur des parties prenantes. Après, deuxième chose, les solutions qu'on trouve, est-ce qu'elles apportent aussi de la valeur aux parties prenantes? Quelle va être la valeur que ça peut leur apporter? Et puis, une autre chose aussi, est-ce que ces solutions apportent ou répondent à un contexte, apportent cette valeur attendue par le contexte dans lequel on est? Donc là encore, on va essayer, à travers ces trois éléments là qui sont capacité, capacité et alignement, à justifier les solutions et justifier la valeur qu'apportent ces solutions. Et puis pour finir, comme je vous le disais, on va essayer aussi de mesurer cette création de valeur. Comment mesurer cette création et le démontrer auprès de votre direction, pour démontrer le résultat de votre analyse, c'est voici la création de valeur que permettra cette solution. Alors, analyser les besoins, on va faire deux choses apporte l'analyse de la valeur. C'est tous ces besoins qu'on a récoltés. Une chose qu'apporte l'analyse de la valeur, c'est de pouvoir les structurer. Alors pour cela, il propose un arbre de la valeur sous cette forme, une forme hiérarchique, ou ce qu'on appelle une décomposition fonctionnelle, un diagramme de décomposition fonctionnelle où va être positionnés les besoins de plus haut niveau, les besoins stratégiques, les besoins des parties prenantes et pour finir, les exigences liées à la solution. Tiens, ça doit vous rappeler quelque chose, parce que dans le BABOK, c'est la décomposition des exigences. Il parle des business requirements, stakeholder requirements and solution requirements. Donc, vous avez ces trois niveaux. Là, ici, on va les structurer et les visualiser. Donc, ça sera intéressant à mettre en œuvre en tant que business analyst. Et puis, une autre chose dont je vous parlais, c'est comment s'assurer de l'intérêt des besoins. Alors, je vous propose trois choses, et vous en connaissez peut-être déjà une, c'est sûr. Un besoin, vous savez, on peut le classifier en fonction de est-ce qu'il est obligatoire, est-ce que c'est would, est-ce que c'est could, est-ce que c'est want, est-ce que c'est obligatoire, c'est quelque chose indispensable, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite, quelque chose qu'on aimerait ou quelque chose qu'on veut pas. Donc on peut le classifier déjà de cette manière-là. Après, on peut aussi utiliser le modèle de Kano, on en parle souvent en business analyse, pour définir si l'attractivité du besoin, est-ce qu'il est attractif, est-ce qu'il est obligatoire, est-ce que s'il est là, c'est intéressant, mais s'il n'est pas là, il n'y a pas d'importance. On va qualifier un petit peu plus le niveau d'attractivité du besoin. Et puis aussi, on va pouvoir comparer les besoins les uns par rapport aux autres. Et ça, là encore, l'analyse de la valeur va nous aider à faire cette comparaison par pair entre les différentes fonctions et besoins de l'entreprise. Après, alors, donc on était analyser les besoins. Vous vous rappelez là-haut, dans notre schéma des 6 concepts, il y avait le business analyst doit analyser les besoins. Donc, je vous ai donné des éléments d'analyse. Il doit justifier des solutions. Or, pour ça, justifier ces solutions, c'est acceptabilité, faisabilité, durabilité et montrer justement ces solutions dans un système global. Cette solution-là, elle est très faisable et très acceptable. Cette solution ici, elle va être moins acceptable et moins faisable, vous voyez. Et puis en plus, on peut même indiquer l'impact que pourra avoir cette solution sur l'environnement. Donc celle-ci, elle est peut-être très faisable, moyennement acceptable, mais elle a un fort impact, et même inacceptable, vous voyez, pour l'environnement. Donc déjà, ici, on arrive à donner une valeur, une capacité, un impact
à la solution qu'on va mettre en place. Donc, une manière de mesurer cet impact. Et puis, qu'est-ce que va vouloir dire mesurer la valeur? Donc, on avait mesuré, justifié les solutions, analyser les besoins, et maintenant, comment mesurer la valeur? Ben, je vous propose deux mesures, une mesure qualitative et une mesure quantitative. Tiens, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais utilité sur coût. L'utilité, c'est quand même quelque chose d'assez peu palpable, donc c'est plutôt qualitatif. Et puis, en dessous, les consommations de ressources, on va avoir plutôt des facilités à trouver des chiffres, donc ça sera une valeur quantitative. Mais on va chercher à mesurer ces deux valeurs, la valeur qualitative et la valeur quantitative. La valeur qualitative, je vous propose de mesurer les besoins, donc l'intérêt de la solution, c'est ce qu'on appelle la capabilité, de mesurer l'impact qu'aura la solution sur les personnes, les technos ou l'environnement, et s'assurer que notre solution est alignée avec la stratégie de l'entreprise. Avec ces trois valeurs-là, ces trois valeurs qualitatives, on va avoir une utilité globale qu'on pourra mesurer et on va alors ça, la mesure, elle se fait donc c'est une mesure qualitative, hein, donc c'est une échelle entre 1, 10, 1, 4, 1, 5. Après vous choisissez votre échelle ou pourcentage 10, 20, 25%, etc. Donc à la fin, vous avez une valeur qualitative que vous pouvez mesurer en pourcentage. Nous, on utilisera plutôt cette notion de pourcentage pour la valeur qualitative. Puis la valeur quantitative, c'est ce qu'on appelle le coût du cycle de vie. Si vous avez un produit, si vous avez un service, combien coûte, mais coûte au sens global, hein, toujours pareil. C'est pas seulement le coût financier, quoique tout peut être amené au coût financier. Si c'est des ressources humaines, c'est le temps, le coût horaire. Si c'est des consommations de carbone, vous avez des notions de consommation de CO2. Si c'est des mètres carrés, on a le prix au mètre carré. Et puis, si c'est un coût réel, on a des coûts où on peut même utiliser des vannes et des ROI pour définir des coûts encore plus précis. Voilà les mesures de la valeur que l'on pourra mettre en œuvre quand on aura intégré ces notions d'analyse de la valeur. Et puis, comment savoir si on a créé de la valeur? En comparant les solutions. Et on a des manières très simples, très visuelles, de pouvoir comparer les solutions. C'est ce qu'on appelle la droite de la valeur. On a ici une vision de ce ratio utilité sur coût. Et en effet, quand la pente est la plus forte, vous avez la meilleure valeur. Parce que c'est ce produit-là, là, cette solution 1 ici, il a de l'utilité, certes, vous voyez ici, hein, il a un niveau d'utilité qui est moyen, un moyen élevé, et un coût qui va être assez faible. Et le ratio entre les deux montre que c'est ici la solution qui a le plus de valeur. Alors, vous voyez, ici, j'ai mis des petits pointillés parce que ici, pour la même utilité, vous avez un coût différent. Là, pour le même coût, vous avez une utilité différente. Voilà. Alors, on a la même chose ici représentée d'une autre manière avec la matrice tant pis, et où comment? Non, c'est pas Maslow, c'est la matrice de bon, enfin c'est pas grave, où on définit sur un cadran, justement, on met en exergue trois notions qui sont capabilité, capacité et coût. En l'occurrence, le coût étant la grosseur de la bulle qui est là. Vous voyez, donc plus le coût est élevé, plus la bulle sera élevée. Maintenant, capacité, vous vous rappelez, c'est l'impact que va avoir ma solution, et capabilité, c'est le niveau de réponse aux besoins. Donc, vous voyez, ici, on répond pas mal aux besoins, on a une capacité qui est assez faible, un impact faible. Ici, on aura plutôt un impact important.
et une capacité moyenne. Donc, c'est des manières de représenter, à travers des représentations graphiques, des différences entre différentes solutions et de pouvoir dire, et surtout pour le dire qu'on a créé de la valeur, c'est par rapport à la situation de départ. Imaginez-vous que vous êtes à la situation jaune au départ. Si vous choisissez la solution orange, vous aurez créé de la valeur. Et il y a un grand écart justement entre la solution initiale qui se trouve ici et la solution finale que vous aurez choisie qui est ici. C'est-à-dire vous aurez diminué le coût de cet écart-là et vous aurez augmenté l'utilité de l'écart qui est là. Donc une visualisation de cette création de valeur directement à travers ces schémas. Alors je vais vous montrer pendant la demi-heure qui nous reste sur un cas concret, que vous vous compreniez encore mieux comment on peut travailler la valeur en tant que business analyst. Alors, c'est un cas réel, hein, dans une horlogerie suisse où on nous a demandé, alors c'est pas forcément la production des montres, c'était plutôt dans le service commercial et ils avaient une nécessité de diminuer leurs dépenses de formation. C'est en 2019 qu'on a fait ce travail-là. En 2019, ils dépensaient 486 000 euros pour faire de la formation dans le service commercial, répartis selon ces grands pourcentages. 86 000 euros, c'était à peu près 30% de formation à la bureautique, au soft skill, pas grand-chose, 8%, au management, 14%, à Salesforce, parce qu'ils avaient introduit Salesforce depuis quelques années, donc ils formaient tout le personnel commercial à Salesforce, donc ça leur coûtait assez cher. Voilà, et ça leur coûtait 486 000 euros. L'objectif qu'on nous a demandé en tant qu'analyste de la valeur, c'était de diminuer les dépenses de formation, baisser les coûts et d'augmenter la réponse aux besoins. Comment s'y prendre? Déjà, il va falloir savoir comment on répond aux besoins. Et aujourd'hui, et par les solutions futures. Donc, comment savoir comment on répond aux besoins? Prendre un business analyst qui va aller nous récolter les besoins. Voilà. Donc déjà, là, j'ai un spécialiste qui va m'aider, ou je peux le faire moi-même, aller éliciter les besoins. Alors, alors après, on se pose quand même la question, auprès de qui on va éliciter les besoins? Donc là, on avait un service commercial de 200 personnes. On a identifié un petit peu près ces personnes-là ou ces personas ou ces responsables de métiers. Donc on en avait 6 et puis on est allé voir ces 6. On les a même réunis dans un atelier, l'ensemble de ces 6 personnes, et on a récolté avec eux, on a posé toutes les questions avec les techniques que vous connaissez en business analyst pour récolter le plus possible de besoins. On a récolté une centaine de besoins. Les voilà, vous les avez ici, toute une liste de besoins. Il y en avait encore d'autres, mais déjà, cette liste-là est assez significative de tout ce qui était attendu par l'ensemble des responsables commerciaux de ce service commercial de cette horlogerie suisse. Est-ce qu'il y a des besoins plus ou moins importants ou est-ce qu'il y en a des besoins qui sont plus intéressants que d'autres? Alors, avant, on a deux possibilités. Soit on se pose cette question, mais avant, en effet, je vous encourage fortement à utiliser une des techniques je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle la structuration des besoins, qui va déjà permettre de faire le tri là-dedans. C'est-à-dire, voilà, là, ici, on a une liste à l'après-vert. Comment se dire et les rassembler, les hiérarchiser? Est-ce qu'il y en a un qui sont plutôt stratégiques, d'autres plus opérationnels? Voilà, comment on va gérer, on va se visualiser toute cette liste de besoins. Donc, pour faire ça,
on encourage à faire cette structuration de besoins. Nous, on utilise un logiciel Visio, vous connaissez peut-être, de Microsoft Visio, qui nous facilite pas mal la création de ces arbres fonctionnels. Et puis, avec ces arbres, là, par exemple, l'exemple, voilà, là, vous voyez, dans tous ces besoins, on a rassemblé, on a trouvé 5 thèmes principaux, principaux. Gérer les équipes, gérer les activités, vendre aux clients internationaux, gérer la relation client et faire du prévisionnel de vente. Ces 5 grands thèmes qui revenaient et qui nous a permis de rassembler l'ensemble des besoins qu'on avait récoltés. Exemple, je vous montre un exemple, je ne vous montre pas tout l'arbre qu'on a fait. Par exemple, ici, vous voyez, dans gérer la relation client, on a structuré, on a rassemblé l'ensemble de ces besoins. On avait trouvé, il y avait des besoins qui étaient dans la gestion des entretiens, dans la gestion de la base de données des clients, comment gérer des conflits aussi. Beaucoup de personnes nous ont parlé de conflits avec des clients. Et dans la relation avec les clients, c'était comment vendre à distance. Maintenant qu'il y a le Covid, on pouvait de moins en moins se déplacer. Et puis même, en termes de bilan carbone, vendre à distance, c'était bien mieux. Donc, voici tout un ensemble de besoins qui sont rattachés les uns par rapport aux autres. On le lit comme ça, c'est-à-dire comment gérer la relation client en faisant des propositions commerciales, en gérant la base de clients, comment faire des propositions commerciales, en construisant des offres sur mesure, en comprenant le besoin, comment comprendre le besoin, en récoltant le besoin des clients, etc. Ou l'inverse, pourquoi construire les offres sur mesure pour faire des propositions commerciales. Et pourquoi on fait des propositions commerciales pour gérer la relation client. On travaille comme ça la logique de notre arbre des besoins. Comme je vous le disais, ces besoins-là, est-ce qu'il y en a des plus importants que d'autres? On va analyser les besoins avec ce MOSCO, ce canot autour donc de must, attrayant, indifférent. On va regarder. Généralement, moi, je suis plutôt ici. Le MOSCO, il va plutôt être un jugement interne des besoins, l'entreprise. Et puis le canot, ça sera plutôt un jugement externe, les clients, vis-à-vis de ce besoin. Et avec les deux, comme ça, on peut déjà voir s'il y a des cohérences. Et puis après, quand on va répondre à ces besoins, on aura une mesure de la valeur de ces besoins qu'on aura quantifié en termes qualitatifs, de manière qualitative, avec Mosco et Cano. On va aussi utiliser et, comment on pourrait dire, donner une certaine importance, plus ou moins d'importance à ces grands objectifs qu'on a identifiés dans l'entreprise par rapport à cet arbre de décomposition des besoins. Et on va retenir ces 8 critères pratiquement, ou 10 même, qui sont des critères stratégiques pour lesquels l'entreprise était censée devoir répondre absolument. Donc, on a rassemblé, en fait, généralement, c'est les bouts d'arbres, pas les bouts d'arbres, les hauts de l'arbre, qui sont généralement les objectifs ou les grands thèmes qu'on se fixe, et on va les comparer les uns par rapport aux autres. En les comparant, on aura ainsi une pondération qui aura été effectuée entre chacun des critères, des objectifs qui auront été identifiés. Et là, vous voyez cette pondération qui aura été faite. Donc, avec cette pondération, avec Moscou, avec Cano, on va obtenir ce qu'on appelle donc la capacité des besoins, l'intérêt des besoins. Voilà, ça on le garde maintenant. On a quantifié de manière qualitative nos besoins. Maintenant, parlons des solutions. Comment arrivons-nous à justifier ces solutions? Alors là encore, quelles sont les solutions? En face de chaque besoin, il y aura des solutions. Et vous vous rappelez, on a dit on est dans le contexte des formations. Donc, comment répondre à ce besoin? À travers des formations. On prend les formations qu'on a dans l'entreprise, on pouvait en trouver des nouvelles, et on fait une liste de toutes les formations, et on regarde, on les fait en fonction des besoins qu'on a identifiés dans notre arbre, et on va associer ces formations
aux besoins, ce qui nous permettra de savoir quelle formation répond à quel besoin. Et à la fin, de voir si on fait telle et telle formation, est-ce qu'on couvre tous les besoins. Alors ça, c'est un travail on va faire en relation. Puis, comme on aura ces formations, ben, on a le catalogue, donc on connaît le coût de la formation. Alors attention, c'est pour ça que je parle de coût de cycle de vie. C'est pas seulement le prix de la formation, c'est le nombre d'heures qu'ils vont passer et pour lesquelles ils vont pas travailler. C'est est-ce qu'ils vont se déplacer à l'autre bout du monde et là il y aura un coût de carbone. Mais enfin, c'est tout le coût et pas seulement juste le prix de la formation, hein. Donc là, on met le coût du cycle de vie de chacune de nos formations. Et puis, on va se demander, est-ce que cette formation, elle est acceptable, faisable et environnementalement? Ben, disons que là, on n'a pas, dans cet exemple-là, on n'a pas abordé l'acceptabilité environnementale. On a essentiellement travaillé sur l'acceptabilité sociale et sur la faisabilité technique. Est-ce que une formation à Microsoft Teams, c'est plus facile qu'une formation Zoom? Bah, dans l'entreprise dans laquelle on était, il y avait toute l'infrastructure Microsoft. C'était plus faisable qu'une formation Zoom où là, il y avait des règles et des contraintes sécurité et autres. Donc, vous voyez, on a mis 4 pour la formation Microsoft Teams et 1 pour la formation Zoom, par exemple. Et acceptabilité, c'est vrai que Zoom me semble plus convivial que Teams. Donc, on a mis 4 à Zoom et 2. C'est un jugement qui a été fait par les parties prenantes, hein. Après, c'est un jugement. On est bien d'accord, c'est qualitatif. Et avec l'ensemble de ces éléments, vous voyez, on reproduit capacité, faisabilité, acceptabilité, faisabilité, et on a toutes nos solutions dans un arbre global, une matrice globale. Et en effet, plus on va vers la droite, plus c'est faisable et plus c'est acceptable. Donc toute cette partie-là, toutes ces solutions-là me semblent être celles qu'on doit essentiellement mettre en œuvre. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on peut appeler les quick wins. Donc on va utiliser ce schéma après pour rassembler toutes ces formations et permettre d'assurer de la performance dans les formations qu'on va réaliser. Donc ça, c'était la capacité, l'impact qu'a l'ensemble des formations qu'on a identifiées. Maintenant, construisons des scénarios. Construire des scénarios, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir construire un catalogue de formations pour notre formation du service commercial. Alors là, on a repris quand même la situation de 2019. Vous vous rappelez, il nous disait qu'il faisait de la bureautique, du management, des soft skills, etc. Donc on a une situation ici. Et puis maintenant, on précise sous forme de formation spécifique des types de formations qu'on va réaliser. Et on fait des scénarios. Là, c'est un scénario plutôt orienté Microsoft. Là, c'est un scénario plutôt orienté web, online. Là, c'est plutôt là, c'est un scénario, on s'est dit, tiens, et si on faisait que du technique et on mettait pas de soft skills, pourquoi pas? On regardera ce que ça va faire. Là, il y a carrément une entreprise, Certio, qui nous a proposé un programme de formation. Donc, on va regarder aussi ce scénario-là. Donc, on prend ces scénarios-là. Ces scénarios, ils ont un prix. C'est la somme des prix des formations, ou alors c'est carrément un devis que nous a fait cette entreprise, 320 000, et on avait 486 000 de départ. Alors maintenant, on va les comparer. Et là, on va voir comment mesurer cette valeur de l'ensemble de ces scénarios. Ben, je vais aller calculer la valeur qualitative de chacun de mes scénarios. La valeur quantitative, on l'a déjà parce qu'on a le prix de ces scénarios. Et on aura ainsi, alors déjà, alors ça c'est intéressant, c'est une distribution des coûts par fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, c'est la solution actuelle. Donc en fait, c'est de répartir l'argent qu'on met. Vous vous rappelez, il nous disait qu'il mettait 30% en bureautique en 2019. Donc en fait, sur les 486 000 euros, ça correspond à 145 000 euros. Ben, ces 145 000 euros, on regarde, on les répartit sur les grandes fonctions
qui sont couverts par la bureautique, par ces formations bureautiques. Et là, voilà, là, on est encore un peu pas au pifomètre, mais disons que on va définir, voilà, c'est à peu près 20%, on utilise la bureautique, les formations bureautiques pour vendre du client, etc. Bon, ok, on s'est défini ça en situation actuelle parce qu'on n'a pas une capacité à connaître exactement formation et besoin. Mais on a essayé de donner une représentation. Et avec cette représentation, on a réparti ça par fonction. Et les grandes fonctions qu'on avait définies au départ, là, gérer les équipes, gérer les activités, etc., on voit cette répartition qui apparaît ici. Et on regarde par rapport à la répartition idéale qu'aurait été proposée en prenant l'importance de chacune de ces fonctions. Et là, on se rend compte qu'on met ici beaucoup d'argent pour un besoin qui n'est pas si nécessaire que ça. Et là, par contre, on a un fort besoin sur lequel on ne met pas d'argent. Donc déjà, on peut se rendre compte, d'ailleurs là, on peut aussi avoir une répartition des coûts et on voit qu'on met beaucoup d'argent pour gérer les équipes et pour faire des propositions commerciales et beaucoup moins pour vendre à distance, ce qui est normal. On n'avait pas encore d'objectif de vendre à distance à l'époque. Et l'écart, ben, tous ces écarts-là entre ce qu'est le réel et ce qu'on aimerait avoir, eh ben, ça donne une somme des écarts, c'est ce qu'on appelle l'alignement ou l'écart avec la valeur stratégique. Là, vous voyez, elle est de 35%. Alors, les solutions futures, ben, on va calculer la même chose. On va aller, pour chacun des scénarios, rechercher la capacité, c'est-à-dire, maintenant vous avez compris l'intérêt de la solution, la réponse aux besoins, la couverture des besoins, en fait, finalement, la capacité, l'impact qu'aura ce scénario, et l'alignement, c'est les écarts, là, donc ce qui sera qu'aura le moins grands écarts par rapport aux objectifs stratégiques qu'on s'est fixés. Donc pour chacun de ces scénarios, on a le scénario de référence qui est là. D'accord. On va calculer l'ensemble, donc 486 000 euros. Vous êtes avec un indice d'utilité qui est de 48% et donc une valeur du cycle de vie de 0,1. OK. Bah maintenant, comparons. Alors, comparer comme ça, on arrive à voir des choses hein, déjà juste sur ce tableau-là, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comparons-le avec des représentations beaucoup plus visuelles. Donc là, on a à nouveau l'ensemble de nos scénarios, et là, on représente ces scénarios sous forme de droite de la valeur. On se rend compte, justement, alors ici, on a comparé, alors toujours en dessous, c'est les coûts, vous voyez. Et puis, on a deux tableaux ici, puisqu'on voulait voir plus précisément un tableau qui va parler des droites, qui parle plutôt de la réponse aux besoins, la capacité, et un autre qui prend toutes nos valeurs, le Total Utility Index. Et disons que ici, on se rend compte que si on s'intéresse à l'utilité, autour de 70%, vous avez deux scénarios qui apparaissent, le violet et le vert, si vous arrivez à voir les couleurs. En termes de capacité, donc on répond encore mieux aux besoins avec le vert, par exemple. Par contre, comme on le voit, alors déjà, je vous ai mis une limite, ça c'est l'objectif qu'on s'est fixé. L'entreprise nous a demandé, on doit baisser de 20% le coût. Donc le scénario orange, c'est le scénario de départ, qui faisait 480. Et là, avec moins 20%, ça doit faire 380, 390. Donc, c'est la limite. Donc, tous nos scénarios répondent aux objectifs. Maintenant, vous avez vu, il y en a, par exemple, celui-là, il répond encore mieux, parce qu'il va dépenser encore moins d'argent que le vert. Alors, pourquoi pas? Est-ce qu'on va prendre le vert? Est-ce qu'on va prendre le... Il faut qu'on discute. Déjà, on a... Et puis, on en a un, là. Tiens, d'ailleurs, c'est celui qu'on a appelé Quick Win. C'est celui qui nous coûte pas grand-chose, mais par rapport à l'argent qu'on met, il répond à beaucoup de besoins. Proportionnellement, hein. C'est proportionnel. Donc, vous voyez, 40% à peu près, mais on met rien du tout comme argent.
On pourrait commencer par ça et puis faire après d'autres formations si vraiment on voulait faire de grandes économies, parce que là, on est à 85 000 au lieu de 400. C'est pas l'objectif de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, c'était de diminuer de 20%. Donc, on va regarder ceux qui apportent et d'augmenter la valeur, vous vous rappelez, hein, et d'augmenter les besoins, d'augmenter la satisfaction des besoins. Donc, on en a deux qui sont symbolisés ici, qui va nous permettre d'augmenter de manière assez grande cette satisfaction aux besoins. Là, on a un autre schéma qui nous montre la capacité sur la capacité. Alors ici, vous voyez, alors c'est normal qu'il y ait une force, il y a une bonne capacité parce que c'est une solution existante, donc généralement elle est acceptée. Maintenant, en capacité, vous voyez, en réponse aux besoins, on n'avait que 40%. Les solutions 6 et la solution 2, elles sont représentées dans ce tiercé là, ou ce quatuor de tête, où on voit que le scénario 2, bah, il est peut-être un peu moins, il a un peu moins de capacité, mais il répond plus aux besoins. Et le scénario 6, bah, il est plus facile à mettre en œuvre, mais il répond moins aux besoins. Alors, l'entreprise, elle est devant ce choix-là. Est-ce que on fait quelque chose qui nous rapporte que soit 83% des besoins, ou est-ce qu'on prend le scénario à 91%? Il faut creuser, évidemment, voir à quoi on ne répond pas, et est-ce qu'il y a des besoins auxquels il faudrait plutôt quand même plus répondre. Donc, on va aller quand même creuser, mais on a identifié déjà deux scénarios qui sortent du lot. Et au final, on a choisi, le client a choisi de prendre le scénario 2, pas forcément celui qui coûtait le moins cher, mais de prendre celui qui était raisonnablement moins cher, et donc de prendre le scénario 2 et de finalement arriver à avoir 32% d'économie, à augmenter les adéquations aux objectifs de 12 points et la capacité de 53%. Donc on a répondu totalement à nos objectifs qui étaient de diminuer de moins 20%, on avait moins 32, et on a augmenté de 53% la satisfaction aux besoins du service commercial. On justifie, on ne fait pas seulement de l'analyse et de la récolte des besoins et de la gestion de ces besoins tout au long du projet, on est capable de définir, de montrer qu'on a créé de la valeur. C'est ça que je vous ai proposé en associant à la business analyse l'analyse de la valeur. Alors, l'Université de la valeur, j'ai plus que 3 minutes pour vous convaincre, propose des formations pour passer ce gap, pour passer cette marche, et on a une certification certifiante. On a même la chance de l'avoir en français, parce que Lucie Parot a traduit l'ensemble de cette certification en français, et d'ailleurs la délivre au sein de l'Université de la valeur en décembre. Donc c'est à peu près 2 fois par an. Elle le fait avec nous sur 8 séances, 8 demi-journées, ce qui nous permet d'avoir les Canadiens. D'ailleurs, je salue nos amis canadiens qui sont en ligne avec nous ce matin chez eux. Bientôt midi d'ailleurs. En décembre, l'après-midi, comme ça, pour les Québécois, c'est le matin, et pour nous, c'est l'après-midi. Et sur 8 séances, donc ce qui fait à peu près 32 heures, où vous allez apprendre ces techniques d'analyse de la valeur. Je vous laisserai consulter tout ça sur notre site internet. Et cerise sur le gâteau, parce que je sais que vous êtes, certains d'entre vous sont certifiés avec IIBA, donc ont, comme moi, la certification CBAP ou CCBA, ou même ont passé cette certification ECBA, qui est une certification d'entrée dans le processus de business analyse. Eh bien, on vous propose, une fois que vous aurez acquis cette certification valeur, mais aussi démontré vos capacités d'analyse,
donc de professionnel analyse. Pour ça qu'on accepte le CBAP, parce que le CBAP valide 900 heures d'analyse, le CCBA valide 450 heures d'analyse. Ici, on validera les 21 heures de formation que vous avez suivies en business analyse. Et avec cela, on vous propose 3 certifications de value designer, le professional, l'associate et certificate. Voilà, bah écoutez, je suis dans les temps. Est-ce que vous auriez des questions à me poser? Alors, comme vous le voyez là, vous pouvez télécharger cette présentation directement par ce lien qui vous est présenté ici. Je vous enverrai également ce lien par mail et également cette présentation vous sera aussi, vous aurez la possibilité de la revoir parce qu'elle a été enregistrée. Donc, vous pourrez directement la revoir, la diffuser à d'autres personnes si vous voulez les convaincre à acquérir cette compétence d'analyse de la valeur en plus de vos compétences de business analyse. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez été quelles sont vos réactions? On peut prendre quelques minutes, si vous le souhaitez, à aborder certains sujets que vous voudriez compléter ou avoir plus de précision sur certains éléments. Je reste à votre disposition. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Toi, je vais les regarder justement sur mon ordinateur si certaines personnes veulent lever la main pour me poser des questions. Et vous pourrez ainsi les poser à tout le monde directement. Autrement, si tout a été clair, ben, je vais vous... Ah, j'ai une personne, voilà. Il faut que je la trouve. Merci Lucie pour ton intervention. Alors Lucie, comme je l'ai évoqué, on t'entend là ou pas? Vas-y, active ton son Lucie, c'est bon, ça fonctionne? Donc Lucie, c'est Oui. la personne qui vous formera si vous venez en décembre suivre cette formation certifiante en analyse de la valeur. Tu aurais une question ou un Non, complément à apporter à cette présentation, Lucie? je Bonjour. voulais simplement rajouter que ça va me faire un énorme plaisir d'être avec vous pour cette formation dans les mois qui suivent, là. Très bientôt. Merci. Donc elle est en direct de Montréal pour l'heure du déjeuner. Merci à toi, Lucie, d'être présente. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions où tout a été clair, limpide, mais bon, beaucoup d'informations à digérer. Donc, je vais vous laisser le temps de digérer cela, de peut-être revoir cette vidéo, de regarder, de me poser des questions aussi, hein. Vous pouvez m'envoyer des mails, me demander d'autres informations. Je suis à votre disposition et ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec vous. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui me posent des questions. Ben non, écoutez, merci à vous tous. Bonne fin de journée. Et écoutez, au prochain webinaire. Le prochain webinaire sera avec Lucie Parot et on vous parlera de comment mesurer cette valeur, encore plus dans les détails, comment arriver à se défaire de toutes ces notions de mesure de la valeur. Ça sera notre prochain webinaire dans un mois à peu près. À bientôt. Au revoir à tous. Attends, il faut que j'éteigne.